L'histoire, mais c'est fini, c'est de l'histoire ancienne. Oui, bon, naguère, il y a peut-être eu des guerres mondiales, des révolutions, les masses qui poussent le cours du monde, mais c'est plus l'idée maintenant. Tout a été ajusté, équilibré, aménagé pour votre plus grand confort. Découvrez l'État libéral. Avec l'État libéral, tous vos désirs et aspirations à la reconnaissance seront remplis. L'État libéral vous offre un maximum de reconnaissance et un minimum de frustration et d'humiliation. Fini d'imaginer le grand soir ou deviner quel descendant dégénéré des Bourbons restaura l'ancien régime ou dessiner votre uniforme pour le retour du Duché. Commandez dès aujourd'hui l'État libéral et il sera livré chez vous par Rafale ou Mirage dès demain. Le 25 décembre 1991, Mikhail Gorbatchev, le huitième et dernier président du Soviet suprême de l'URSS, démissionnait et déclarait son poste supprimé, transférant ses pouvoirs au président de la Fédération de Russie, Boris Eltsine. L'URSS disparaissait et avec elle les derniers feux d'une alternative politique à la démocratie libérale capitaliste. En tout cas, c'est ce que virent et interprétèrent un grand nombre d'intellectuels de l'époque qui y virent la fin et l'aboutissement de la guerre froide. Et un de ces intellectuels, un technocrate américain qui travaillait alors à la Rand Corporation, au département de la politique étrangère soviétique, l'avait prévu. En 1989, notre homme, c'est Francis Fukuyama, et il a eu cette réalisation que l'URSS allait chuter au sommet de la perestroïka, c'est-à-dire ce phénomène de modernisation et de libéralisation de l'URSS, et cette année-là, Gorbatchev avait déclaré à la télévision « Le socialisme, c'est la concurrence ». Pour Fukuyama, c'était clair. Comme Hegel l'avait contemplé depuis sa fenêtre lors de la bataille d'Iéna en 1806, en voyant Napoléon vaincre les Allemands et imposer son hégémon sur l'Europe, il assistait lui-même en 1989 en direct live à la fin de l'histoire. La fin de l'histoire. Vous avez probablement entendu cette expression mystérieuse et un tantinet dramatique. Quasiment passé à l'état de slogan, la fin de l'histoire s'est imposée comme un schéma d'explication historique pour notre époque. L'histoire serait donc terminée. Et pourtant, nous qui vivons en 2026, avec tout ce qui se passe sans cesse, eh bien c'est comme si l'histoire n'en finissait pas de finir. Comme on l'a vu, beaucoup de philosophes ont prétendu diagnostiquer la fin de l'histoire. Hegel en 1806, Kojève en 1945 et Fukuyama en 1991. On ne sait pas où l'histoire commence, on ne sait pas où est-ce qu'elle finit. Raymond Aron, le grand philosophe français libéral, s'était déjà moqué dès 1961 dans sa conférence consacrée à l'aube de l'histoire universelle sur cette tentation, cette sorte de prétention des philosophes à vouloir sans cesse terminer l'histoire et à lui en donner une explication globale et systématique. C'est comme s'ils voulaient terminer l'histoire qui vient juste de débuter, comme si la possibilité que l'histoire pouvait être en cours les angoissait et qu'ils voulaient pouvoir la terminer et la tenir dans leurs mains. Et c'est vrai que pour un philosophe, l'histoire, c'est emmerdant. C'est contingent, c'est changeant, c'est instable. On dirait le règne des illusions et des apparences. On a l'impression d'être au fin fond de la caverne de Platon. Tout ce qui s'affirme à une époque est remplacé à l'époque suivante. L'histoire semble être un terrain insusceptible de toute conceptualisation, de tout principe, de toute explication qui serait transcendante. Pourtant, de nombreux philosophes ont tenté des projets d'histoire philosophique, c'est-à-dire des tentatives d'expliquer et de raisonner les grands mouvements de l'histoire à partir de concepts ou de grands principes. Ces histoires philosophiques peuvent avoir plusieurs buts, celui d'expliquer tout simplement, ou de justifier ce qui s'est passé. En tout cas, ils visent à raisonner l'histoire, à ramener l'histoire dans le giron de la raison. Ces histoires philosophiques ont souvent tendance à être une sécularisation de la théodicée religieuse. C'est-à-dire que les grands récits d'explication du monde par les grands textes religieux sont remplacés par des grandes tentatives d'explication par des philosophes qui n'essaient plus de le justifier par la volonté de Dieu, mais par la raison. Dans les deux cas, que ce soit la théodicée religieuse ou l'histoire philosophique, le désordre apparent est en fait un ordre caché. Francis Fukuyama va donc renouer avec cette tentative d'histoire philosophique en 1991 pour expliquer le désordre de la guerre froide et essayer de dessiner des grandes perspectives pour l'avenir. Un avenir qui semble tout à fait incertain en vérité. Mais justement, Francis Fukuyama veut nous rassurer tout de suite. Face aux pessimistes qui pensent que la chute du bloc soviétique n'est que l'annonce de plus de désordre, Fukuyama veut nous dire que non. L'histoire est arrivée à son terme, c'est-à-dire qu'elle a réussi à surmonter ces contradictions. La dernière très grande contradiction était entre le bloc soviétique autoritaire et le bloc démocratique capitaliste libéral, et que cette contradiction ayant été surmontée, la démocratie serait le régime définitif, le régime le plus parfait, le plus satisfaisant pour l'homme, et donc il n'y en aurait pas de meilleur.
Nous avions vu à l'épisode précédent la discussion entre Alexandre Kojève et Léo Strauss, et notamment la tentative de Kojève. Francis Fukuyama est un auteur intéressant parce que finalement il mélange des éléments des deux auteurs qu'on a vus dans l'épisode précédent, dont on a pu constater le conservatisme, mais cette fois il va retourner leurs présupposés pour défendre la démocratie libérale, donc un projet a priori progressiste. Comment est-ce que Francis Fukuyama défend la supériorité historique de la démocratie, le fait que c'est le régime de la fin de l'histoire? Nous procéderons en deux temps. Dans cet épisode, nous verrons justement cette théorie de l'histoire de Fukuyama qui lui permet de prétendre qu'il y a une fin de l'histoire. Et dans l'épisode suivant, nous verrons la théorie politique de Fukuyama qui lui permet de défendre que la démocratie serait ce régime de la fin de l'histoire. Examinons la théorie de l'histoire de Fukuyama. Pourquoi refaire un projet d'histoire universelle, d'histoire philosophique, en 1991 ? Kant s'était trompé, Hegel s'était trompé, Marx s'était trompé, Kojève s'était trompé. Bon, ça a l'air de puer un peu la merde, ce truc. Si Fukuyama veut se réessayer à la boule de cristal philosophique, c'est parce qu'il est insatisfait par la conception de l'histoire qui est partagée à la fois par les libéraux anglo-saxons et par les marxistes. C'est une vision de l'histoire qui est matérialiste, c'est-à-dire qu'en gros, elle pense que l'histoire est déterminée avant tout par l'économie, par des déterminismes économiques, principalement donc par le développement des forces de production. Tandis que les libéraux accentuent plus la recherche de confort, la recherche de libération de l'effort du travail et donc une émancipation par la liberté négative, les marxistes, eux, insistent beaucoup plus sur le développement d'une réunification sociale, d'une socialisation beaucoup plus harmonieuse, où les êtres humains en solidarité pourraient retrouver une façon de se déterminer eux-mêmes en tant qu'être humain générique. Mais les deux, finalement, en reviennent à surtout insister sur une conception de l'être humain comme un être de besoin, un être de travail, dont la passion principale est le désir de remplir ses besoins et de se faire plaisir. Fukuyama n'est pas du tout convaincu par cette vision de l'histoire qui, en fait, pour lui, cache une conception de l'être humain qu'il trouve extrêmement réductrice. Il qualifie cette vision de l'histoire de vision bourgeoise, et là, on voit très bien qu'il renoue avec Kojève, qui, effectivement, opposait le bourgeois et l'aristocrate en ayant en fond de réflexion la dialectique du maître et de l'esclave. Je vous renvoie à l'épisode précédent pour avoir la pensée de Kojève. Mais donc, effectivement, pour Fukuyama, la vision libérale de l'histoire est une vision éminemment bourgeoise, qui vise en fait à réduire l'être humain à son statut d'animal, qui certes est un animal un peu plus développé que les autres, qui donc a une forme de liberté, mais qui n'a comme seule vocation que de remplir ses besoins et de jouir de la vie. Pour Fukuyama, elle est réductrice parce qu'elle accentue seulement deux passions de l'être humain, la passion de la raison et la passion de l'estomac. L'homme serait motivé par son intérêt et son confort, et il pourrait calculer cet intérêt par sa raison. Et donc il pourrait accepter toutes sortes de situations historiques qui le domineraient, donc développeraient sa liberté négative, au détriment de sa liberté positive. Pour Fukuyama, cette vision est réductrice parce qu'elle oublie un aspect extrêmement important de l'être humain. Une passion centrale pour lui, c'est le thumos. Le thumos, c'est un mot grec pour désigner une forme de passion qui est un sens inné de la justice. C'est le sens de sa propre dignité. C'est le sens qu'a l'homme de la valeur des choses et de sa propre valeur. Le thumos a partie liée avec l'élément le plus aristocratique, le plus noble dans l'âme humaine. C'est ce qui porte l'homme à prendre des risques, pour affronter l'autre et pour s'affirmer. C'est une puissance irrationnelle, mais qui est un moteur important de l'action humaine. Donc là, on voit très bien l'usage par Fukuyama de l'anthropologie de Kojève, qui elle-même est inspirée de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Et donc pour Fukuyama, cette passion du thumos a finalement été domestiquée et humiliée par les libéraux qui ont préféré favoriser la raison et la passion du confort. Qu'est-ce qu'on peut conclure pour l'instant ? Eh bien, pour Fukuyama, toute conception de l'histoire présuppose une conception anthropologique, une conception de l'homme. Pour Fukuyama, quelle est l'erreur de la conception de l'histoire matérialiste, qui est partagée par les libéraux et par les marxistes, même s'ils n'en tirent pas les mêmes conclusions politiques ? Eh bien, c'est que leur conception anthropologique est erronée pour Fukuyama. Et étant erronée, elle fait un diagnostic historique qui a été faux. Pensez par exemple que le totalitarisme soviétique serait le meilleur régime pour l'homme. Pour Fukuyama, c'est faux parce que ce régime soviétique humilie l'homme, il le soumet à une domination politique qui humilie son thumos en le soumettant à un pouvoir qui ne le reconnaît pas, qui ne lui permet pas de s'affirmer comme un homme libre, comme un être humain libre. Pareil pour les libéraux vont donc
avant tout soutenir un capitalisme qui certes est très efficace pour offrir du confort aux êtres humains, mais qui dans le même temps, n'étant pas assez démocratique, peut développer des formes de servilité, comme le salariat, qui humilie, avilit l'être humain et en lui le thumos. Donc pour Fukuyama, il faut une autre conception de l'histoire, une conception philosophique, mais qui soit associée à une anthropologie correcte, l'anthropologie de Kojève. Et c'est cette conception de l'histoire qui va lui permettre d'affirmer que c'est la démocratie qui s'affirme comme le meilleur des régimes. Mais donc pour Fukuyama, et c'est peut-être son originalité par rapport à Kojève, c'est que bien qu'il reprenne son anthropologie, il a une façon de voir l'histoire qui est un peu plus mécanique que Kojève. On ne l'a pas vraiment beaucoup abordé dans l'épisode précédent, mais Kojève a une conception de l'histoire finalement assez violente, assez dramatique. Et il la conçoit comme une lutte sanglante, un épisode de révolution, de convulsion, jusqu'à la fin de l'histoire qui, elle, serait presque l'inverse, un épisode complètement apathique où on ne ferait que jouer et s'amuser en vain. Fukuyama, lui, finalement est un peu plus tempéré, un peu plus technocrate, et donc il a tendance à considérer l'histoire comme un processus d'expérimentation. En vérité, il est assez ambigu dans son essai sur la fin de l'histoire. Il oscille entre considérer que l'histoire existe, parce qu'elle est la manifestation des passions humaines, puis parfois il considère que l'histoire n'existe pas vraiment, et que l'histoire philosophique n'est qu'un instrument, un outil, pour rendre raison des événements qui se sont passés, mais que ce n'est qu'une explication artificielle. Le cours des événements humains étant bien trop compliqué pour pouvoir être expliqué totalement. L'image qu'on pourrait donner de la conception de l'histoire selon Fukuyama, c'est celle d'un entonnoir. Chaque stade historique est une mise à l'épreuve d'une certaine conscience historique, d'un certain modèle social, d'un certain régime politique, qui est mis à l'épreuve de l'anthropologie humaine. Est-ce que ce modèle social, est-ce que ce régime politique est capable de satisfaire le thumos humain, c'est-à-dire, et c'est donc le problème historique et politique central, est-ce que le stade historique est capable de satisfaire le besoin de reconnaissance de l'être humain. Puisqu'effectivement, l'être humain a besoin de ressentir sa propre valeur, et il a besoin donc de l'appui de la reconnaissance de l'autre pour sentir sa propre valeur. Et donc, c'est le but de l'histoire, c'est de trouver le meilleur régime qui est capable de satisfaire le plus grand nombre dans ce besoin de reconnaissance, et de le faire avec le moins de violence possible, le moins d'humiliation possible. Donc l'histoire agit comme une sorte de moulin à contradictions, et à chaque époque, eh bien, vous avez plusieurs modèles qui s'affrontent, en prétendant chacun proposer le plus de reconnaissance possible, et ils s'affrontent, et un seul modèle sort de la bataille, jusqu'à ce qu'on trouve le modèle le plus optimal. C'est l'originalité de la philosophie de Francis Fukuyama, c'est qu'elle emprunte à Kojève son anthropologie, elle emprunte surtout à Léo-Strauss finalement sa vision assez transhistorique de l'histoire, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait une nature humaine qui serait fixe, mais nature humaine effectivement qui n'est pas celle qu'imagine Léo-Strauss, qui lui est beaucoup plus inspiré par les anciens, mais on sent chez Fukuyama cet attachement à cette idée qu'il y a des vérités fixes, des vérités fondamentales qui dépassent l'histoire. En fait, l'histoire est un cadre qui est fermé et qui est soumis à des vérités supérieures, ce qui est quelque chose qui effectivement rapproche Fukuyama de philosophes plutôt de droite, plutôt conservateurs, qui sont plutôt critiques d'un certain relativisme culturel, d'un certain relativisme historique qu'on peut retrouver à gauche. Dans les années 90, bien qu'il le remettra en cause plus tard, Francis Fukuyama était assez proche du mouvement néoconservateur, qui est un mouvement intellectuel en théorie des relations internationales, qui vise à dire qu'effectivement, les choix politiques qui doivent être entrepris en politique étrangère, en politique internationale, doivent être guidés par une conception naturaliste, une conception essentialiste du bien et du mal dont aurait hérité l'Occident, qui en fait l'Occident aurait trouvé grâce à ça dépend des auteurs, soit parce que l'Occident serait arrivé à un stade de développement historique achevé, plutôt ce que pense Fukuyama, mais on peut, avec par exemple Samuel Huntington, qui était d'ailleurs le maître à l'université de Francis Fukuyama, avoir une conception un peu plus civilisationnelle, voire peut-être un peu raciste des choses, penser qu'effectivement, il y a un choc de civilisation et que la civilisation occidentale, elle serait un peu supérieure, peut-être pas seulement historiquement, mais peut-être un peu, elle est plus smart, que c'est ça le pays du Sud, quoi. Finalement, tout le monde reprend son concept de fin de l'histoire, mais
personne n'est vraiment dupe. Beaucoup de gens qui parlent de fin de l'histoire n'y croient pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a un charme profond à sa philosophie, c'est qu'elle est, on pourrait dire, assez centriste. Elle satisfait à la fois des personnes de gauche, parce qu'elle vise à remettre l'histoire et la politique au centre de la compréhension des événements contemporains, et puis en même temps, elle satisfait des auteurs de droite, parce que y a une fin de l'histoire. L'histoire est d'une certaine façon domestiquée, elle n'est pas complètement désordonnée, elle n'est pas complètement révolutionnaire, elle est attelée, on va dire, à une conception de l'être humain qui hiérarchise les besoins de l'homme et de cette façon, elle considère que l'homme a une forme de noblesse inhérente. Mais bon, vu qu'elle est inspirée de Kojève, c'est une noblesse quand même assez politique et révolutionnaire. Ce qui là encore, c'est une sorte de pied de nez aux philosophies de droite qui pourraient trouver cette conception de l'homme un peu violente et dangereuse. Donc c'est grâce à ce test que Fukuyama va établir que la démocratie politique est le meilleur des régimes. Et effectivement, en 1991, les formes de conscience politique qui pourtant avaient prétendu dépasser la démocratie se sont lamentablement tapé la gueule par terre. Les totalitarismes qui avaient prétendu accomplir la modernité, c'est-à-dire réunir ensemble l'idéal de la cité antique et la puissance industrielle, ils ont échoué. Mais finalement, la thèse la plus intéressante de Fukuyama, c'est pas tant sa théorie historique, mais ce qui reste le plus surprenant pour nous, c'est son optimisme démocratique. Tandis que beaucoup d'auteurs de droite comme de gauche ont, dès 1991, enterré la démocratie en considérant qu'en fait, elle aussi était périmée et qu'on allait vers des nouvelles formes politiques, populistes, libertariennes, ou vers une forme de libéralisme autoritaire, ou un capitalisme de surveillance, Fukuyama semble attaché à la démocratie et penser qu'elle est le nec plus ultra du régime politique. Dans un monde marqué par la domination technologique, par la domination du capital, donc dans un monde où on semble avoir été délivré du souci de notre propre destin politique, Fukuyama semble rester attaché au projet d'autodétermination de soi que porte la démocratie libérale. Ainsi, c'est pas une thèse finalement banale que de défendre le fait que malgré le développement technologique, malgré le développement d'un monde extrêmement complexe qui a plutôt favorisé des formes de bureaucratie autoritaire, un pouvoir de plus en plus difficile à manier pour les masses, pour les citoyens ordinaires, Fukuyama semble nous dire que le capitalisme est indissociable de la démocratie. Que même si on a un développement économique qui semble avoir surtout développé une forme de liberté négative, c'est-à-dire le fait que une liberté des modernes, comme dirait Benjamin Constant, c'est-à-dire une liberté d'être tranquille, de pouvoir être libéré des affaires publiques, Fukuyama nous dit que non. Le souci des affaires publiques est un souci éminemment humain, puisque l'être humain avant tout veut être reconnu, et que c'est une humiliation qui ne pourra jamais être définitive et résolue, que celle d'être soumis à un pouvoir dans lequel on n'a pas partie liée en tant qu'être humain. Et nous verrons donc cette défense de la démocratie et le lien du coup indissoluble, selon Fukuyama, entre le libéralisme économique et la démocratie politique dans le prochain épisode. Je vous remercie. Put on your slippers and sit by the fire. You've reached your top and you just can't get any higher. You're in your place and you